Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette occasion d'échange sur un thème sur lequel j'enquête depuis presque 10 ans maintenant avec mes collègues. Les hackers, les makers, le do-it-yourself et la culture de l'économie du libre. Je suis Isabelle Bérébi-Hoffmann, sociologue au CNRS dans un laboratoire que vous avez cité tout à l'heure, le LISE, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Et quelques mots supplémentaires pour vous dire par quel angle je vais commencer les quelques mots que je vais dire maintenant avant notre discussion. D'abord, vous dire que je travaille depuis 20 ans en fait, sur les transformations du travail, sur les futurs du travail. Et travailler depuis 20 ans sur les futurs du travail, ça implique un peu de modestie. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'on parle des nouvelles façons de travailler de la Silicon Valley depuis au moins les années 70, voire avant. Donc on parle, le futur du travail ont plus de 40 ans en fait. Donc ça c'est une première chose. Mais quand même, je vais défendre un peu cette entrée, ça permet de s'intéresser au cours des années au monde du travail informatique où j'ai passé une vingtaine d'années, mais aussi à des mondes sociaux et à des cultures qui sont à chaque fois émergentes. Ce sont des nouveaux groupes sociaux, ce sont des groupes qui ont une volonté subversive ou de changement du reste de la société, ou qui se constituent comme des formes de résistance culturelle ou créative face à la standardisation, la consommation de masse ou les systèmes existants, à chaque fois. Et en fait, il y a une quête une forme d'entrepreneuriat culturel, même si j'aime pas le mot entrepreneuriat, qui consiste à finalement être une avant-garde productive, ou dans les mondes du travail, ça existe également. Donc je me suis intéressée à des gens très différents, mais qui étaient nouveaux à l'époque. Par exemple, les auditeurs internationaux, ceux qui ont inventé l'évaluation et la quantification et les indicateurs. Les hackers, les makers, ou les informaticiens libertaires du début des années 70 qui se passaient à Kimbe sous le manteau quand Internet n'existait pas encore. Et puis, aujourd'hui, les mouvements de révolte dans la Silicon Valley qui sont menés par des femmes de l'intelligence artificielle, des machine learners, qui sont presque tous des femmes ou issus des minorités. La deuxième caractéristique, c'est que pour parler du futur, je m'intéresse à l'histoire. Et je vais m'intéresser à des processus sociologiques profonds, longs, comme par exemple les transformations de l'intime et de la sphère privée, et de ce qu'on expose, de ce qu'on n'expose pas, donc des frontières entre l'intime, le privé et le public, qui sont toujours en transformation depuis au moins 3 siècles, si ce n'est depuis la Renaissance, c'est-à-dire le moment où on a inventé la chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre à soi, c'est-à-dire l'intimité, qui n'existait pas avant. On a inventé la fourchette aussi, à ce moment-là. Donc la pudeur et le retrait de l'intime ou de l'intimité et du corps dans une sphère personnelle. Tout ça est une invention moderne. Et on est aujourd'hui dans une reconfiguration de cet intime-là. Autre processus, la quantification, depuis les statistiques du 19e jusqu'à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Les makers et hackers font partie de ces choses-là. Troisième processus long, profond, c'est l'horizontalisation des relations entre les groupes sociaux ou entre les genres, entre les sexes, entre les minorités, entre les cultures. En fait, les subordinations sociales, le principe hiérarchique sur lequel étaient construites nos sociétés du 19e, nos institutions, les partis, les bureaucraties, les États, est un processus qui, sans qu'on s'en rende compte, ce principe hiérarchique est devenu totalement illégitime. Donc, les subordinations sociales classiques entre les hommes et les femmes, entre les groupes sociaux, sont devenues insupportables et illégitimes. Et le travail des sociétés aujourd'hui, c'est bien cet écart qui peut exister entre des institutions verticales, un capitalisme de rente verticale, et des systèmes sociaux, des groupes sociaux qui fonctionnent déjà depuis longtemps de façon horizontale et inclusive. Donc voilà les 3 choses. Du coup, je m'intéresse, je suis une sociologue des rapports en transformation aussi entre l'individu et les collectifs, et je m'intéresse aux makers pour ça, parce que c'est un groupe social qui réinvente à la fois l'individu, sa liberté, son autonomie, son émancipation, jusqu'à l'autarcie parfois, et les communautés, des communautés ouvertes, des communautés collaboratives qui fonctionnent pas forcément avec des liens forts, mais avec des liens faibles comme sur le marché.
Donc, dans ce cas, je vous ai dit, j'ai fait une dizaine d'enquêtes et je vais vous parler des makers, donc, et des hackers tout de suite. Pourquoi alors ces makers et hackers? Eh bien, ils ont à la fois une histoire très longue, puisque l'histoire du do-it-yourself, on peut remonter aux États-Unis au XVIIIe siècle, aux sectes des Shakers, au mouvement Arts and Crafts, au Wool Earth Catalog plus tard dans la Silicon Valley, et puis au système D en France dans l'après-guerre, au mouvement punk. En fait, le do-it-yourself, il y a eu des mouvements de résistance à la consommation de masse et à la standardisation productive en se rappropriant la fabrication personnelle par le do-it-yourself, la débrouille, la récupération, depuis 4 ou 5 siècles, à chaque fois qu'il y avait une vague de restandardisation du travail. C'est l'hypothèse qu'on a développée avec Marie-Christine Bureau et Michel Lallemand dans un livre qui est paru au Seuil en 2018 qui s'appelle Makers, justement. Et c'est une histoire courte, les makers et les hackers, parce qu'on a commencé à parler du mouvement maker à partir de 2005 environ aux États-Unis, quand on a créé cette revue Make de Del Dougherty, que la Fab Fondation, les Fab Labs se sont organisés 2003-2004 à Boston. Et puis en France, premier Fab Lab en 2009, Artilec à Toulouse, avec un ancien postdoc du MIT, du Media Lab. Et puis l'appel de Fleur Pellerin en 2013, beaucoup d'argent, un appel d'offres. Et aujourd'hui, on a 600 Fab Labs en France à peu près. Chaque ville moyenne en est équipée et on a des makers normalement absolument partout. Ou la possibilité d'être makers, d'avoir accès à un makerspace absolument partout. Alors, c'est quoi un makerspace? C'est quoi un maker? Un makerspace, c'est un lieu physique avec des machines. Alors, la Fab Foundation dit qu'il faut qu'il y ait au moins une imprimante 3D, une imprimante à 3 dimensions, au moins une fraiseuse numérique et au moins une découpeuse laser. Avec ça, on peut construire des maisons de 100 mètres carrés en bois, des tiny houses, dans un système qui est complètement à l'écart du système capitaliste classique et marchand. Avec des séries de récupération, en étant 2 copains, on peut monter aux États-Unis une maison aujourd'hui. Mais on peut faire plein d'autres choses. On peut, comme Nicolas Huchet en 2013, que vous connaissez peut-être, qui a perdu une main dans un accident de voiture, il pousse la porte d'un Fab Lab de Rennes, et là, il rencontre des makers, et puis il va fabriquer des phalanges en plastique avec l'imprimante 3D. Il a l'idée de les relier avec un fil de pêche, et puis avec de l'Arduino, etc., de construire Bref, il se fabrique une prothèse de main qu'il n'a pas les moyens de s'offrir, puisque ça vaut entre 20 000 et 60 000 euros sur le marché. 200 euros de matériel. Il dépose la licence, son modèle en libre sur Internet. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Je ne rentre pas dans les différentes licences libres parce qu'on parle de libre, mais il y a l'open source, il y a plein de licences différentes. Mais il le dépose globalement dans un système, une licence de type libre. Ça veut dire que n'importe qui peut se construire, même au fond du Vietnam, la même prothèse s'il trouve les matériaux en dehors du marché. Ce système existe dans les makerspaces d'Amérique du Sud aujourd'hui. On les connaît mal, mais il y en a des milliers. On a qui construisent des chaises, par exemple, pour les enfants handicapés ou pour les handicapés, pour qu'ils puissent se mettre debout. Parce que si vous le savez peut-être, mais ça coûte très cher, les fauteuils où on peut se mettre debout. Or, il y a des problèmes d'escar, il y a des problèmes de plein de choses pour les handicapés. Et il y a des milliers et des milliers de gens d'Amérique du Sud qui n'ont pas accès, qui n'auraient jamais accès. Pareil, le fauteuil coûte 200 $ pour 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois plus sur le marché. Plus près de nous, on a cette histoire absolument incroyable du Mac Air, ce respirateur qui a été construit à Nantes. La nouvelle est sortie le 20 avril par des makers qui se sont retrouvés réunis en bravant le confinement à 25 pour construire un modèle libre de respirateur pour le Covid-19. Ils y sont arrivés, c'est en test, mais apparemment le modèle fonctionne. 1 000 €. Air Liquide, qui avait été chargé par l'État de faire la même chose, 2 mois plus tard, c'est pas bon. Ça peut être un respirateur d'urgence, il est à 10 000 € pièce et ils en ont fait 8 500, mais ça marche pas, c'est pas utilisable en réanimation. Donc on a un système vertical qui a échoué, c'est un exemple, hein, je fais pas l'apologie des makers, mais on voit bien qu'il y a une efficience productive qui se construit
construit dans ces mondes-là d'une façon totalement horizontale et différente de ce qu'on peut retrouver dans la production, le modèle industriel classique, vertical et propriétaire, qui m'a intéressée parce que c'est un mouvement aussi bottom-up. Voilà. Deuxième raison, c'est que c'est une histoire intime, le mec. C'est une histoire où on fait des choses avec la main. Et derrière tout cela, il y a le rapport à l'objet. On pense aux zen et aux motocyclettes, par exemple. C'est retrouver le rapport à la machine, à l'objet. C'est l'homo faber d'Hannah Arendt. Alors, dans certains lieux makers, on dit on va se construire soi-même en construisant. Se reconstruire en reconstruisant, en refaisant des objets simples de la vie courante. Donc, il y a une philosophie humaniste de la technique derrière. Et je cite habituellement la mythologie, l'utopie Internet à partir de Negroponte, qui était l'un des fondateurs du MIT Media Lab, qui disait en 1994, je crois, vous allez voir, tout ce qui peut être digitalisé va l'être. La culture, les objets. C'est-à-dire que les objets, le matériel qui est fait avec des atomes va se transformer en bits, cette unité d'Internet. Et il y a eu pendant très longtemps ce leitmotiv dans les médias et dans les discours, mais aussi chez cette utopie du libre, que en fait, tout ce qui était en atomes allait se transformer en bits. Les makers font l'inverse. Ils retransforment des modèles numériques, grâce à la puissance d'Internet, en objets matériels, c'est-à-dire les bits en atomes. Ils rematérialisent la culture numérique. Ils remettent l'intelligence artificielle au service de l'humain et à ses besoins premiers. Voilà pour brièvement parler de la philosophie. J'aurais pu parler aussi de Henry David Thoreau et Walden II, de Emerson et la self-reliance, le fait de compter que sur soi jusqu'à l'autarcie et de pouvoir fabriquer soi-même tout ce dont on a besoin pour survivre et vivre. Mais on rêvera peut-être dans la discussion. Donc, histoire intime, mais aussi une histoire des systèmes productifs. Je l'ai un peu cité parce que finalement, quand on va en Chine aujourd'hui, à Shenzhen, qui est le centre de production de toute la microélectronique mondiale, en tout cas jusqu'au Covid-19, c'était comme ça, dans une chaîne complètement globalisée, en 2015, le gouvernement chinois a lancé des constructions de makerspace géants parce que l'usine des futurs pour les Chinois, ça serait du prototypage rapide, comme on fait dans les makerspace. On invente des objets, des modèles, mais on en construit un ou deux avec des imprimantes 3D. Et après, à côté des usines, avec des machines flexibles, adaptables, qui dans la journée peuvent produire des petites séries. Ça s'appelle l'usine du futur. C'est une théorie aussi de la production. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Covid-19, c'est finalement des makers qui, face au fait qu'il n'y a pas eu, il y a eu ratage au niveau de la production centralisée pour les masques, pour les visières, pour les respirateurs, se sont mis en réseau, on construit très vite des écosystèmes et on construit un écosystème de quoi? De production distribuée, des petites quantités et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux. Et si possible, c'est ça qui est en exploration aujourd'hui, construire des alliances comme dans le Macaire avec des industries et des chaînes, des machines qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Alors, essayer de trouver du temps machine dans des usines automobiles qui peuvent produire ce dont on a besoin aujourd'hui. Ça semblait une utopie quand on a écrit notre livre en 2018. Aujourd'hui, il y a une mise à l'épreuve concrète, réelle, de ces systèmes-là qui sont montés en puissance, qui ont construit un niveau national, qui ont construit des réseaux et qui essayent de produire de la quantité aujourd'hui. Donc, il y a une épreuve du feu un peu qui est en train de se passer. Est-ce que ça va marcher? Et puis, ça pose des tas de questions. Comment on reconnaît le travail des makers qui sont dans des communs, qui sont libres, qui est souvent gratuit, face à des systèmes propriétaires qui, eux, vendent? On n'a pas les droits sociaux aujourd'hui pour rémunérer, donner la sécurité sociale et des droits de retraite à un travail collaboratif gratuit. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait inventer dans le monde d'après? Un système qui permet d'adapter notre modèle social à toutes les formes de travail utiles, en dehors du système productif salarié, propriétaire, vertical. On a des tas de redécouvertes de qui est utile, qui ne l'est pas.
depuis les petits métiers qui sont mal payés, la deuxième ligne, etc. Mais on a aussi ceux qui travaillent de façon contributive. Alors, pour les couturières, il y a les coopératives, il y a les SCOP, il y a les SPIC. Mais qu'est-ce qu'il y a pour les makers aujourd'hui? On n'a rien, à part s'ils se constituent aussi. Donc, je vous citerai une dernière expérience, c'est par exemple la mine Makerspace de Saint-Étienne, qui propose pour les communs de créer un CDI, un contrat de travail à durée indéterminée, collectif, qui puisse être partagé de façon horizontale par plusieurs personnes. Donc ça, c'est de l'invention institutionnelle. C'est un exemple, mais ça veut dire qu'il y a un monde institutionnel à inventer pour pouvoir rendre soutenable le travail utile de demain. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai sans doute parlé 10 minutes déjà, ou voire plus, n'est-ce pas? Oui, c'est bon, on est dans les temps. Merci. Voilà. Et puis je finirai, si vous avez des questions, ce que je n'ai pas complètement dit, on pourra certainement le dire dans la discussion. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Donc à tous les participants, comme usuellement, vous pouvez poser vos questions dans l'espace de conversation en cliquant sur « Converser ». Vous pouvez poser vos questions à l'intervenante. Si on n'a pas encore de questions, moi je veux bien juste un peu revenir sur la dernière chose que vous avez mentionnée, le CDI collectif, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont un seul contrat, mais quelles sont du coup les protections qui sont liées à ce CDI? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans un projet, je suis dans le conseil scientifique d'un projet où la mine travaille ça avec des syndicalistes, de porter cette proposition. On n'a pas les détails de comment ça fonctionnerait. Mais avec, ça serait porté notamment par la CGT ou la CFDT. Enfin, en tout cas, il y a une proposition sur la table pour essayer de concrétiser justement avec des juristes comment on pourrait faire ça. Moi, je ne suis pas capable de vous répondre à ce stade, mais on peut aller interroger Nicolas Loubet ou Rieul, notamment à la mine, là-dessus, me semble-t-il. Il serait en ravi. Mais ce qui reste de toute façon, c'est à construire un continuum entre des activités utiles, économes, parce que vous voyez bien que sans cette production distribuée, on est aussi sur des circuits courts, de l'économie circulaire, de la production locale suivant les besoins. Donc il y a une portée écologique aussi de cette forme de production. Et ce que je peux dire aussi, mais je vais quand même m'arrêter, c'est que c'est une vraie voie alternative entre la relocalisation d'usines. Vous voyez bien que si on arrive à inventer des systèmes qui existent en fait dans l'industrie textile, par exemple, une usine, une semaine elle fait du petit bateau, une semaine elle fait du Ralph Lauren, une semaine elle fait autre chose. Donc on sait s'adapter sur des lignes de machines. Pareil pour le médicament. Donc en fait, ce système de location de temps machine existe déjà, mais dans un système propriétaire. Donc en fait, la question, c'est comment faire la jonction entre un système libre, le travail utile, contributif d'un point de vue social, et puis aussi d'un point de vue du droit, pour qu'il n'y ait pas de captation des communs par le système classique. Donc il faut des garanties, il faut peut-être des statuts, il faut peut-être inventer. Au 19e, on a inventé un statut pour l'entreprise. L'entreprise n'existait pas. On avait la fabrique, mais on n'avait pas de personnalité morale pour l'entreprise. Il faut peut-être une personnalité morale pour les écosystèmes. Ça s'invente, c'est du droit. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais prendre les questions des participants. Quelle est votre perception du salaire à vie revenu de base par rapport aux nouvelles formes de rémunération du travail? Vous pouvez répéter? Je n'ai pas bien entendu le début. Oui. Quelle est votre perception du salaire à vie ou revenu de base par rapport à ces nouvelles formes de rémunération du travail envisageables? Alors, c'est une des propositions qui est sur la table. Une proposition qui est une des plus avancées, puisque l'Europe l'avait reprise. Il y a des tas de variantes. Mais on peut imaginer où, effectivement, alors ça fait partie des utopies, mais plus trop maintenant, qu'à partir du moment où on est dans une société où on produit tout le nécessaire de façon abondante, plutôt que de continuer sur un cercle vicieux de la croissance qui est une redistribution qui se fasse sans production croissante, de croissance. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste, hein.
du revenu universel ou du revenu de base ou du salaire à vie. Je ne suis pas spécialiste, il y a des très 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 bons spécialistes en Europe, en Belgique, un petit peu partout, mais ça me semble une des solutions les plus crédibles, contrairement à l'utopie qui lui est associée aujourd'hui. Voilà. Ok. Toujours sur les questions donc là, une question d'une participante. N'y a-t-il pas plutôt à rapprocher les makers des droits d'auteur en tant que création utile reconnue par la collectivité plutôt qu'un CDI parcellisé? Alors ça, c'est une très belle discussion, c'est-à-dire quelles peuvent être dans notre système de rémunération ou de droit actuel les cases qu'on pourrait bricoler voilà, pour avoir des choses. Alors, ce qui existe, il y a déjà des makers qui gagnent leur vie avec leurs inventions. Ce sont les inventeurs, parce qu'il suffit qu'ils aient choisi la bonne licence, et puis à partir du moment où c'est commercialisé, ils ont des fees qui retombent. L'open source, par exemple, s'il y a une modification, si c'est commercialisé, si c'est vendu, et pas dans un système gratuit, ils peuvent avoir... Donc Nicolas Huchet, par exemple, il gagne bien sa vie, celui qui a inventé la prothèse de main, même si elle est gratuite, parce qu'à partir du moment où sa prothèse est vendue, il a une part qui lui revient. Donc, par exemple. Le système de droit de propriété partiel, enfin de redistribution, c'est pareil pour... voilà, il reste en fait un peu de propriété, contrairement à ce qui est dit dans l'économie du libre, dans un certain nombre de licences. Il reste une forme de rémunération de l'invention, du code source, du départ. Voilà. Donc ça existe déjà pour une partie des gens. Mais moi, je pense plutôt à tous ceux qui participent, qui contribuent, sans forcément inventer quelque chose qui sera commercialisé ensuite, mais qui créent des communs qui ont une utilité avec des externalités positives. Quand dans une friche, on crée un makerspace et qu'on réhabilite autour, et puis qu'il y a toute une série de gens qui viennent et qui se forment au numérique ou qui recréent un écosystème qui permet de développer le tissu urbain, quelles sont les rémunérations? Il y a en général dans ces makerspaces 2 salariés maximum, 3. Et il y a des gens qui peuvent s'investir beaucoup. Donc, j'ai pas la réponse, hein, mais je pense il faut mettre la question sur la table. D'accord, merci beaucoup. Alors, une autre participante demande si devenir maker, est-ce vraiment accessible à tous? Alors, je vais vous donner une réponse personnelle. C'est accessible à tous, mais les makers eux-mêmes disent qu'ils ont du mal à faire en sorte que les gens poussent la porte. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai que dans les Fab Labs qu'on a étudiés, nous, entre 2011 et 2017, on a rencontré beaucoup de trentenaires, jeunes, hommes, plutôt blancs, plutôt très diplômés, et que dans les makerspaces, on nous disait, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de classes populaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études, mais de temps en temps, il y avait quand même l'artisan du quartier qui trouvait que c'était bien pratique pour réparer son bar, du café, et qui poussait la porte. Donc en fait, il y a une question dans ces communautés d'inclusion. L'ouverture, en fait, elle n'est pas ouverte à tout le monde. C'est pas comme le jardin public. Le jardin public, tout le monde y va. Jardin partagé, c'est pas vrai. Le vieil immigré qui passe par là, il rentre plus dans le jardin partagé. Il allait dans le jardin public parce qu'il peut avoir le sentiment que c'est réservé à une classe moyenne qui a des facilités de langage, des facilités de relation qu'il n'a pas. Donc en fait, moi je trouve que c'est une question intéressante parce que on parle beaucoup des communs de façon positive parce que ça nous vient des États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas d'État fort et de zones publiques. Les parcs naturels sont souvent des communs et pas des parcs gérés par l'État fédéral. Donc en fait, le commun, c'est faire reculer l'appropriation du privé. Mais nous, on a les trois systèmes, le public, le commun et le privé. Et parfois, le commun peut faire reculer le public et exclure un certain nombre de personnes. Donc je pense que c'est aussi une discussion
intéressante à travers cette question. Oui, c'est ouvert à tout le monde, mais en fait, il y a des barrières culturelles. Il y a certains endroits où il faut payer un membership, un droit d'entrée qui peut être rédhibitoire. En général, en France, en tout cas, il y a beaucoup de subventions publiques, donc les makerspaces ou les Fab Labs sont obligés d'ouvrir à tout le monde, au grand public, au moins une journée ou une demi-journée par semaine. Donc tout le monde peut pousser la porte d'un Fab Lab. Et après, ça peut être déroutant aussi parce que dans un Fab Lab, on n'est pas pris en charge. La philosophie, c'est de venir avec son projet et d'apprendre par le faire, en faisant soi-même, en portant un projet, qu'on ne dit pas forcément explicitement. Donc ça peut être un peu déroutant au départ. Ça reste, pour les gens qui poussent la porte, une expérience dans les interviews qu'on a faites qui est forte de formation, d'apprentissage, d'émancipation parfois. Merci beaucoup. Alors, pour continuer sur les éventuelles limites, un participant demande, il existe tout de même de grandes limites techniques aux technologies des makers. Je pense notamment à la chaudronnerie, donc qui demande un gros outillage de soudure. Et il interroge comment faire cohabiter 2 types de rémunération ou d'institutions. Oui. Alors, je vais vous donner des pistes de réponse en sachant qu'elles ne sont pas forcément complètement satisfaisantes. Là, il faut aller voir certains makerspaces qui, par exemple, Artisan Asylum à Somerville, aux États-Unis, sur la côte Est, comme son nom l'indique, c'est un makerspace d'artisans. C'est-à-dire qu'il lie le numérique et tous les métiers du fer, les métiers du bois, les métiers... et il y a toutes les machines des artisans classiques et les machines numériques. Et donc, il y a des questions de sécurité et de savoir-faire. Comment ça se passe dans ces lieux-là? C'est qu'en fait, je pense à l'Electrolab aussi, à Nanterre, ou à Issy-Montreuil, où il y a des espaces fermés pour les artisans. Et il y a des conflits entre les artisans, les professionnels et les makers amateurs. Effectivement, parce que il y a certains artisans ou professionnels qui vont dire j'en ai marre, on touche à mes outils, on balade tout, c'est pas rangé, c'est dangereux, c'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça. On peut rencontrer ça. Néanmoins, il y a une jonction qui se fait qui est étonnante quand même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des passages de savoir-faire, du numérique vers l'artisanat, de l'amateur vers etc. Mais c'est vrai moi j'ai rencontré ou interviewé des artisans qui trouvaient ça pénible en fait, le makerspace au bout d'un certain temps, par rapport à un lieu de pro, avec des règles pro. À l'Electrolab, à Nanterre, il y a des vignettes vert, rouge, orange posées sur les machines. Si on n'a pas fait la formation, pour utiliser la machine, on n'a pas le droit de la toucher. Mais c'est basé sur la responsabilité individuelle. On ne va pas aller vérifier a priori. C'est pour ça que les enfants sont interdits dans l'Electrolab, parce qu'il y a des problèmes d'assurance, de responsabilité. Donc toutes ces questions se posent. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour les participants, on arrive presque à la fin du webinaire, donc à moins que vous ayez une question vraiment pressante, vous pouvez l'écrire maintenant. Sinon, Isabelle, je vais vous poser 3 dernières questions qui peuvent être un peu longues, mais vous choisirez à quel point vous voulez y répondre, pendant quelle mesure vous voulez y répondre. Donc une question, est-ce qu'il y aurait pas une démarche d'intérêt général à la base qui serait assimilable à une démarche associative ou coopérative ou à celle d'un laboratoire? Alors, je vais essayer de reformuler parce que je n'ai pas complètement compris pour essayer de vous répondre. C'est-à-dire, le parallèle avec les coopératives de laboratoire, vous le faites où exactement? Vous pouvez répétez-moi la question. Peut-être c'est moi qui... Je vous entends plus. Y a-t-il une démarche d'intérêt général à la base et assimilable à une démarche associative ou coopérative, voire un laboratoire? Alors, je ne sais pas si je vais répondre, mais il y a des coopératives parfois dans certains makerspaces à côté ou dans le makerspace, hein, mais j'ai aussi vu des makerspaces qui étaient des entreprises, mais en détournant le statut d'entreprise, c'est-à-dire en partageant le capital entre tous les participants et les membres.
Donc moi, j'ai du mal avec les statuts verticaux ou formels juridiques, parce qu'en fait, j'ai vu plein de détournements de ces statuts et donc moi, ce que ça me dit, ces détournements de statut, c'est que justement, aucun ne correspond véritablement à l'activité. La particularité d'un makerspace, c'est qu'on peut y travailler, y développer une start-up, un travail. Il peut y avoir un système de contribution gratuite et d'échange, de partage, et un système marchand dans certains, surtout à l'étranger, un peu moins en France. Les makers ne sont pas contre l'économie de marché, ils sont contre le capitalisme vertical de rente et l'économie de la consommation de masse et l'obsolescence programmée, la fermeture des objets, la fermeture du service après-vente. Ce qu'ils veulent, c'est démocratiser l'accès à l'objet et à la production. C'est comme donc il y a une forme d'avancée démocratique ou de revendication démocratique. À un moment donné, ça a été sur les droits civiques, les droits sociaux. Là, c'est démocratiser la production et l'objet. Donc, c'est une étape dans une revendication collective démocratique. Donc, les coopératives permettent de faire un certain nombre de choses. Les laboratoires, parce qu'il y a du commun dans la recherche et dans le savoir, permettent, mais il y a aussi de la propriété, il y a aussi de la fermeture dans un laboratoire. Un amateur ne peut pas participer aux séminaires de recherche ou aux expériences. Contrairement au makerspace, un laboratoire, la recherche pour l'instant, une recherche qui n'est pas ouverte. En tout cas, moi, je suis au CNRS, c'est pas ouvert. Il y a des brevets, il y a des et il y a du droit de propriété très strict. Et alors, ça existe, hein, les systèmes ouverts en recherche. Hein. Par exemple, Open Covid-19, il y a plein de laboratoires du CNRS qui participent, etc. Mais c'est pas la. Et puis, les coopératives, c'est aussi un système de propriété partagé, certes, avec une démocratisation de la gouvernance, une personne, une voix, mais pas forcément une démocratisation, une horizontalisation du processus de production, puisque, par exemple, dans les coopératives ouvrières, ça reste très hiérarchique, le fonctionnement concret, même si tout le monde vote. C'est pas la même chose, en fait, la participation à la décision ou à la gouvernance et la participation ou l'horizontalisation des équipes de la décision dans les équipes de travail ou dans le processus productif. On a au moins 4 niveaux de démocratisation possibles dans une coopérative. L'autonomie personnelle dans son travail, est-ce qu'on a des tâches qui sont dites, ou est-ce qu'on décide sa tâche, les équipes, l'organisation du système, c'est-à-dire les relations entre les équipes, la gouvernance et ensuite le capital. Dans une coopérative, c'est le capital et la gouvernance qui sont démocratisés, mais pas forcément le reste. Donc en fait, sur tous ces systèmes que vous indiquez, ça ne recouvre pas pour moi les modes d'organisation, de production et les codes de fonctionnement collaboratif que j'ai pu observer dans les makerspaces. D'accord, merci. J'espère que ça répond bien à la question que j'avais du mal à saisir de notre participante. Alors, qui fait un peu écho à une partie de la réponse que vous avez donnée. Une dernière question des participants. Que pensez-vous du développement des tiers-lieux universitaires? La philosophie des makerspaces repose sur le fait que l'espace soit ouvert à tous. Or, les universités ne le sont pas, les locaux ne sont pas toujours accessibles à tous, ouverts à tous. Est-ce que ça ne pose pas un problème pour l'usage du terme tiers-lieu? Alors, il y a beaucoup de débats sur la définition des tiers-lieux, l'usage du terme tiers-lieu. Moi, j'aime bien parce que ça déplace, ça fait faire un peu de côté, ça décadre, comme on dit. Voilà. Et en même temps, ça pose en tiers, donc voilà, en lieu à la fois public et privé, mixte, commun, et voilà. Alors, je dirais juste ce qui se passe avec les tiers-lieux universitaires, ce qui peut se passer avec la recherche ouverte, ce qui peut se passer avec l'industrie, on a parlé de la production, ce qui peut se passer ailleurs, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ça frotte. C'est-à-dire qu'effectivement, ça pose des questions, plein de questions de fonctionnement en commun. Moi-même, j'ai fait des expériences qui n'étaient pas toutes
que je n'ai pas forcément envie de revivre, en fait. C'est compliqué de construire des normes communes et des partenariats aussi différents. Mais néanmoins, je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui fonctionnent en mixant avec une ouverture entre des professions verticales instituées au 19e et des amateurs, parce qu'il y a un accès au savoir qui s'est démocratisé, et que du coup, ça frotte entre des tuyaux verticaux qui correspondent à une sélection par l'école, les concours, les savoirs verticaux des professions instituées du 19e, et ça. Mais on ne sait pas ce que ça peut donner de positif ou de négatif, parce que regardez, Uber a le même discours. Finalement, c'est une attaque contre les professions de chauffeurs et de taxis institués. Donc, on peut être dans cette confrontation-là, à la fois dans l'ultra-propriétaire et capitaliste qui défait les droits et qui instrumentalise le travail amateur, des chauffeurs amateurs, ou des livreurs à vélo amateurs, ou on peut être dans un commun qui est émancipateur et produit plus de démocratie. Donc, je ne sais pas quoi en penser à ce stade. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une dernière question dont vous avez pour laquelle vous avez déjà ouvert quelques pistes dans votre présentation et vos réponses pour rattacher à notre projet, qui est à partir de vos recherches, quelles histoires vous pourriez imaginer ou comment est-ce qu'on pourrait mettre en récit éventuellement cette tension que vous avez que vous avez explorée dans votre intervention. Alors, donc c'est moi qui dois faire un effort d'imagination. Je veux bien. Je pense qu'il y a un récit entre moi, ce qui m'intéresserait, mais bon, je ne sais pas si c'est faisable, c'est ces histoires d'individus. Parce que finalement, ce sont des belles histoires, ces individus. Il n'y a pas de masque, pas de respirateur, sauver le monde, je vais y arriver. Ou celui qui a perdu sa main et qui se dit j'y ai pas les moyens, je vais construire une main et puis j'en aurai une et puis ça sera pour tout le monde gratuit. Il y a des histoires d'individus intimes avec le corps, avec la main, avec un rapport à la technique et cette lutte qui fait un peu David et Goliath en fait, de celui qui veut se réapproprier l'objet, le numérique, la puissance d'Internet pour le mettre au service de l'humain, de l'intime et de la vie, du vivant, en fait. Donc il y a une histoire intime de la réappropriation du matériel, des systèmes complexes qui standardisent l'individu avec une domestication ou une inventivité humaine pour domestiquer jusqu'à l'intelligence artificielle ces systèmes dont on pense qu'ils vont nous écraser, ces robots qui vont nous prendre le pouvoir, pour les remettre au service du vivant et de la vie. Et à partir de là, il y a des histoires de subversion des systèmes verticaux. Du type Erin Brockovich, quoi. Mais c'est pas l'écologie, c'est pas la grande multinationale, c'est par le faire. C'est-à-dire, on va pas dire, c'est pas comme dans les grandes campagnes anti-consommation ou l'activisme aux États-Unis où on va faire une campagne médiatique, c'est par le faire. C'est-à-dire en démontrant le Mac Air, c'est en démontrant, 2 jours après, il y a Air Liquide, on démontre, on a un respirateur. En plus de temps, dedans, il y a du logiciel. Les entreprises leaders du système Medtronic et les autres, c'est la mécanique et l'électronique. C'est moins bien pour le malade, c'est moins précis. C'est plus dur à régler. En plus, il y a une avancée humaine pour le malade d'avoir fait ça. Donc, en fait, il y a une question de se glisser dans les interstices du système industriel, capitaliste, etc., de ne pas nier la technique, de ne pas la rejeter. On n'est pas dans le survivalisme, on n'est pas dans la décroissance entière. On dit, on se la réapproprie. Et en se la réappropriant, on va faire s'écrouler par les pieds des systèmes verticaux qui sont moins efficaces que nous.
Donc c'est une super histoire d'empowerment ou d'émancipation ou de détournement, de hack de tous les systèmes de la société actuelle. Voilà moi comment je le vois, mais c'est un point de vue personnel et ça passe par l'intime. Ça passe par la solitude, par le fait d'être dans sa tête et de se dire je veux imaginer un monde différent et je vais le faire. Et il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Voilà. C'est comme ça que je répondrais. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Si, merci beaucoup pour cette... C'est pas moi la créative, c'est vous. Donc, j'ai pas l'habitude d'inventer, de créer des personnages et des histoires. merci Même pour si les cette... personnages et les histoires m'intéressent. en tout cas, merci pour cette belle intervention et cette belle dernière réponse également. Oui. Donc, à tous, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouvera la semaine prochaine sur un format un peu différent puisqu'on commencera à 15h et cette fois-ci, on ne recevra pas des chercheuses ou des chercheurs, mais on sera en partenariat avec la FEMIS et la Cinéfabrique pour parler donc plus, quoique on recevra aussi quelques chercheurs et chercheuses, mais on parlera plus de création artistique. Et donc, je vous invite à suivre nos réseaux sur Twitter et sur Facebook. On s'adapte 2020 pour avoir le programme détaillé et le lien vers la réunion de la semaine prochaine. Exceptionnellement, cette semaine, on n'aura pas de réunion vendredi parce que vendredi, c'est férié. Donc, voilà, on pourra faire autre chose. Donc, voilà, vous aurez tout le loisir de militer de diverses façons plus ou moins créatives ce vendredi. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Donc, merci d'avoir été avec nous, Isabelle. Merci à vous. Et bonne soirée à tous et à toutes.